axer ce colloque et un peu quel est l'objectif à partir d'un certain nombre de constats. Ce sont des constats peut-être qui ont été accentués par la période du Covid précisément. Le premier constat, la première chose qui frappe aux yeux finalement et qui a révélé l'épisode de la pandémie, c'est le fait que le recours aux médecines traditionnelles est un fait social massif dans le monde. C'est-à-dire que ce soit en Europe ou dans les pays en développement ou les pays émergents, les médecines traditionnelles, qu'on peut éventuellement étendre aux médecines alternatives, il y a des problèmes de définition sur lesquels on pourra éventuellement revenir, mais que je ne veux pas aborder maintenant. En tout cas, toutes ces formes de médecine qui ne sont pas la médecine allopathique moderne sont un fait social majeur. Et dans les enquêtes qui ont été faites en Europe ou ailleurs, ça touche de toute façon plus de la moitié de la population. Et certainement qu'en Afrique, en Océanie, dans d'autres pays, c'est plus de 80%, voire plus de la population qui, à un moment ou un autre, s'adresse à ces formes de médecine ou à des praticiens et trouve des réponses alternatives, en tout cas qu'ils ne trouvent pas ou ne trouvent plus dans ce qu'on appelle la médecine occidentale moderne. Face à ce fait social massif, qui est finalement relativement peu étudié, me semble-t-il, au regard des enjeux que ça représente, il y a une quasi-absence dans les politiques de santé publique. Alors là, je sais peut-être plus un point de vue européen. Je sais que dans un certain nombre de pays, en Asie, en Afrique, les médecines traditionnelles sont intégrées dans les politiques de santé publique. Il y a des institutions, il y a des formes d'échange, il y a des formes de reconnaissance, etc. Ce n'est pas le cas, ou très peu le cas en Europe. Et donc, ça a été particulièrement frappant pendant la période de pandémie. La période de pandémie Covid, vue d'Europe et peut-être vue de France, ça a été à la fois une espèce de choc et de grande crainte, en tout cas dans les premiers mois de la pandémie, alors avec toute la part aussi d'instrumentalisation politique, etc., j'y reviens pas, mais en tout cas, il y avait le sentiment d'une urgence, il y avait le sentiment d'un danger imminent, il y avait l'idée qu'il fallait se mobiliser, qu'on était quasiment en période de guerre, qu'il fallait que toutes les forces en matière sanitaire soient mobilisées, et paradoxalement, les milliers de praticiens ou de personnes qui avaient des compétences en termes de santé, qui auraient pu jouer éventuellement un rôle si on avait été dans un vrai danger imminent, non seulement n'ont pas été sollicités, mais ont été même écartés quand ils ont voulu manifester leur désir de participer à cette tâche commune. Et finalement, si on regarde le contenu des politiques publiques en Europe, notamment en France, en fait, les médecines traditionnelles et les médecines alternatives, c'est pas loin de zéro, c'est pas loin de rien du tout. Et donc on a là une espèce de contraste qui est tout à fait frappant entre un fait social massif et des politiques publiques qui invisibilisent ce fait social. Alors pour un sociologue, quand il voit ça, il se dit que derrière tout ça, c'est un problème de science politique, c'est un problème de politique, de pouvoir et de politique. Et c'est la première chose qui m'a frappé, qui au fond m'a fait considérer que cet objet-là, les médecines traditionnelles, qui n'est pas mon objet d'étude de base, était un excellent sujet de sciences politiques en réalité. Donc ça intéressait les sciences sociales. Alors ça pose tout de suite le problème évidemment du caractère pluridisciplinaire de ces approches, parce qu'évidemment ça ne s'arrête pas à ces problèmes politiques. Mais en tout cas, ce qui m'a semblé tout à fait essentiel, c'était qu'il fallait marier, ou en tout cas essayer de trouver des terrains de communication, d'entente, entre ceux qui traitent des questions de médecine traditionnelle, notamment dans l'étude des plantes avec des méthodes scientifiques tout à fait éprouvées, ceux qui étudient ça d'un point de vue anthropologique ou ethnologique, c'est-à-dire sur le terrain, auprès des praticiens, comment les choses se passent, comment on relie une pratique médicale à une conception de l'homme, de l'univers, etc. Mais en l'accompagnant justement d'un regard à la fois de sociologie politique, même de sociologie historique, mais aussi d'économistes,
c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente en termes d'endettement économique. Et puis finalement, à force de réfléchir à toutes ces questions, j'ai eu de plus en plus l'impression que le thème des médecines traditionnelles, des tradipraticiens, était au cœur des grandes questions internationales qui se posent et des tensions que nous sommes en train de rencontrer dans le monde actuel, et révélées en fait par la pandémie. Alors je ne veux pas tout citer, mais on pourra les aborder au cours du colloque, et j'aimerais bien, au-delà disons des présentations qui vont être faites aujourd'hui, qu'il y ait une continuité et ensuite un certain nombre de réflexions et d'échanges, enfin, j'espère on pourra continuer dans le futur. Mais si vous prenez les questions, par exemple, de développement durable, de biodiversité, on comprend tout de suite qu'il n'y a rien de plus durable que quelqu'un qui, souffrant d'une grippe, va aller ramasser du thym dans la montagne. On ne peut pas faire plus durable que ça, si je puis dire. Quoi de plus durable qu'un acupuncteur qui va fabriquer ses aiguilles et qui va traiter des gens avec ses aiguilles? Quoi de plus durable que ceux qui connaissent les plantes et qui les utilisent pour différentes utilisations? Alors même que toute la médecine moderne repose sur des technologies, électricité, pétrole, méthodes de production de maths, etc., qui précisément ne sont pas durables. Donc si on prend les questions de durabilité, on est en plein dedans. On traite des questions de durabilité. Si on traite des questions de globalisation, on voit bien que la pandémie a mis en œuvre ou a révélé des processus de globalisation et de mondialisation de la santé. On voit très clairement la façon dont la pandémie Covid a été traitée, c'était une dimension immédiatement globale, mondiale, internationale. C'est l'Europe qui a acheté pas de vaccin, c'est l'OMS qui s'est prononcé, etc. Donc il y a eu, dans ces phénomènes de globalisation, d'internationalisation de la santé, aussi une révélation sur les modes de fonctionnement. Et évidemment, ça vient en tension, si je puis dire, avec la dimension extrêmement territoriale de toute pratique de médecine traditionnelle. Les plantes que les uns et les autres utilisent sont d'abord des plantes locales, même si, évidemment, au gré de la mondialisation et du commerce, il y a eu une diffusion internationale des plantes aujourd'hui et un commerce international des plantes. Mais on voit bien que la médecine traditionnelle, elle s'inscrit dans des référents culturels et finalement dans un ensemble de dimensions humaines qui caractérisent des sociétés humaines qui sont différentes. Et elles sont différentes, et donc en préservant cette forme de qualité propre à chaque communauté humaine dans son histoire et dans sa situation, dans sa civilisation, etc. Si vous prenez la question par exemple des politiques internationales, comment certains pays cherchent à devenir des puissances mondiales ou régionales, etc. On voit bien que la médecine est un instrument de soft power. La Chine montre bien que la diffusion de la médecine chinoise dans le monde, c'est un enjeu, pas seulement économique, c'est un enjeu politique de reconnaissance d'une culture, d'un mode de pensée. Et on voit que l'Inde, par exemple, a aussi une politique de diffusion de la médecine ayurvédique dans le monde. Les pays se font reconnaître aussi dans leur dimension internationale par l'excellence ou la qualité de leur propre médecine. Si vous regardez dans le mouvement des idées, par exemple, tout ce qu'on appelle les post-colonial studies, c'est-à-dire une tentative d'aborder de manière critique toute la production du savoir en le dégageant de ses dimensions coloniales. Parce qu'évidemment, nos conceptions sur le savoir ne sont pas déconnectées de notre situation dans le monde. Or, l'Occident a dominé le monde pendant 500 ans, a produit un savoir, a regardé les autres souvent de manière surplombante et d'un point de vue supérieur. Je viens d'entendre une communication d'un astrophysicien qui a étudié l'astronomie chinoise, et il nous a, dans cette étude de 4000 ans d'astronomie chinoise, les jésuites ont joué un rôle important, et pendant très longtemps, on a presque considéré que les jésuites avaient enseigné l'astronomie aux Chinois.
Or, lui a démontré absolument le contraire. Non seulement que ça n'a pas du tout été le cas, mais qu'en plus, les jésuites n'ont rien compris, ou presque, à ce qui s'est passé. Mais pourtant, les jésuites ont réussi à réformer les instruments astronomiques qui avaient été faits en Chine. Et sa thèse, c'est qu'il a ainsi fait perdre à la Chine 300 ans. Il y a un recul en arrière de 300 ans. Mais tout ça avec un sentiment de domination, voilà. Et on voit bien que la médecine occidentale a cette position en termes de savoir. Elle regarde le médecin occidental, regarde le médecin traditionnel, le tradipraticien, avec un peu de commisération, pour ne pas dire plus, avec une espèce de contestation du savoir. Le savoir de l'autre n'existe pas, le savoir de l'autre n'est pas. Alors évidemment, quand on se heurte à la médecine chinoise, c'est plus compliqué parce que c'est difficile quand même de ne pas reconnaître la qualité, l'excellence. C'est vrai d'ailleurs pour les trois grandes médecines traditionnelles qui ont été largement documentées. La médecine prophétique, il y a des bibliothèques entières, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, mais même la façon, l'écriture ou la non-écriture, on voit bien que ce sont des marqueurs ou des instruments de domination qui peuvent être instrumentalisés dans les savoirs. Or, précisément, on est dans une époque qui conteste tout ça, qui critique ce savoir et qui essaye de faire émerger la dimension coloniale avec une tentative de critique justement pour considérer par exemple qu'il existe d'autres rationalités qu'en Occident. Clairement, pendant très longtemps, on a pensé que la seule rationalité, c'était une rationalité occidentale, et tout ça vole un peu en éclats. Si vous prenez les problèmes d'environnement, j'ai parlé de la durabilité tout à l'heure, mais des problèmes d'environnement, on voit bien qu'on est dans un système où les mers sont polluées par les médicaments qu'on ingère et qui sont rejetés par nos corps dans les rivières et dans la mer, etc. Donc on est encore au cœur de tout ça. Si vous prenez l'adaptation au changement climatique, évidemment que les plantes sont au premier chef, mais on a aussi, par exemple dans la médecine chinoise traite beaucoup des climats. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être que le changement climatique, que la médecine chinoise aurait des choses à dire sur le changement climatique. Voilà. La mondialisation, la valorisation des plantes, comment les droits de propriété, comment on s'approprie, et souvent comment l'Occident s'approprie des savoirs, les brevettent, en deviennent propriétaires, et finalement ceux qui ramassaient les plantes se trouvent dans la situation absurde où ils doivent acheter des plantes qu'eux-mêmes finalement ont contribué à aider à développer, etc. Ça rejoint évidemment des enjeux financiers énormes. On voit bien que toutes les vérités scientifiques ont été corrodées par des ambitions mercantiles où l'argent joue un rôle clé, même s'il s'habille du beau visage de la santé publique. La relation à la santé, qu'est-ce que la santé? On voit bien qu'il y a beaucoup d'interrogations pour savoir si est-ce que la santé, est-ce qu'on considère que notre corps a la capacité de se défendre naturellement contre un certain nombre d'agressions d'agents pathogènes et que le but c'est de renforcer ses capacités pour lutter, ou bien est-ce que fondamentalement nous ne sommes pas en bonne santé et qu'il faut des vaccins, qu'il faut des médicaments et que sans médicaments on ne peut pas vivre, etc., etc. Donc plus on déroule le thème des médecines traditionnelles et plus on voit à quel point il est crucial, central, au cœur de l'ensemble des préoccupations d'un tas de gens. Vous voyez, je n'ai même pas parlé de la reconnaissance, je n'ai pas parlé de la professionnalisation, de la reconnaissance des systèmes de loi. En France, par exemple, les médecins, ceux qui pratiquent la médecine chinoise, même la médecine prophétique, sont attaqués pour pratique illégale de la médecine. Il y a des gens qui pratiquent la hijama, ils ont des procès, mais ils n'ont jamais prétendu être des médecins occidentaux, et la médecine occidentale n'a jamais enseigné la hijama. Donc, il y a bien aussi toute une série de questionnements qui se posent à l'intérieur des pays, en matière de droit, par exemple,
Il y aura une intervention au cours du colloque de quelqu'un qui a traité justement de la législation des médecines traditionnelles en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est toujours finalement le système législatif français, mais l'importance de la communauté kanak et les processus politiques qui amènent à une réflexion de reconnaissance de ces médecines traditionnelles conduit à une espèce d'innovation en termes de droit pour pouvoir intégrer et reconnaître ces médecines. Et donc c'est un cas extrêmement intéressant, c'est quand même dans le cadre d'un système législatif qui, par définition, a tendance plutôt à ne pas reconnaître ces médecines traditionnelles. On pourrait discuter des heures de chacun des points, en fait, que je viens d'évoquer, mais c'est pour vous dire que cette question des médecines traditionnelles est au cœur des enjeux. Ça représente des enjeux, à mon avis, extrêmement importants. Et si on regarde les politiques publiques, si on regarde la production scientifique internationale, notamment en termes d'institutionnalisation de la recherche, eh ben, on n'est pas du tout au point. Moi, j'ai essayé de faire un peu le recueil des chercheurs ou des projets européens, des projets financés, d'ambition, bah, c'est très peu. C'est vraiment... allez, il y a une vingtaine... Je ne parle pas les plantes, c'est autre chose, parce que là, mais si pour les sociologues, les sciences humaines qui étudient les médecines traditionnelles, il y a très peu de chercheurs où le monde académique est très peu présent. Donc on est dans ces grands hiatus, et je me dis que... Voilà, je vous livre un peu de façon brute ma réflexion, mais si ça trouve des échos en vous, et j'aimerais bien qu'on ait une discussion, on l'aura peut-être à la fin du colloque sur ces différents points, eh bien on puisse innover et construire quelque chose collectif qui permette finalement de répondre à ces questions, de se positionner, en tout cas de les faire émerger dans l'agenda académique pour qu'on puisse avancer, traiter de ces questions qui touchent à l'humanité. Je n'ai même pas parlé de patrimoine, sauvegarde du patrimoine matériel, immatériel. Enfin, vous voyez, on peut dérouler à l'infini. Voilà un petit peu le cadre théorique qui nous a conduit à proposer ce colloque. Je n'ai pas abordé les questions évidemment de régionalisation, de territorialisation qui sont aussi extrêmement présentes. Et je vais peut-être passer la parole à Saïd pour quelques mots d'introduction après ce trop long exposé. Merci mon cher. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous rencontrer et aussi de vous souhaiter les bienvenus à Marrakech, à l'université Qadiriya. Donc nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Seulement que peut-être le temps du colloque a tombé à un moment vraiment difficile parce que c'est des jours de grève. Donc à l'université, les professeurs ils contestent des situations un peu difficiles. Donc on aura vraiment quelques absences, soit du côté des étudiants, soit du côté des enseignants-chercheurs. Et en premier aussi, dire tous mes remerciements à Monsieur le Président qui a veillé à la réussite de cette manifestation, et aussi au doyen de la Faculté des Lettres qui n'a cessé d'aider, c'est pas seulement dans cette activité, mais dans les projets qu'on mène en lien avec cette activité, mais aussi tous nos partenaires. Je commence d'abord par l'IRD, parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'IRD. L'IRD, pour nous, c'est un vrai partenaire et un partenaire sur lequel on peut compter. Et d'ailleurs, je vais y revenir pour dire pourquoi ce colloque et dans quel contexte de cette relation on a développé ces idées d'ethnomédecine et praticiens face au Covid. Aussi, mes remerciements vont à l'AUF aussi. L'AUF, la représentation qui est installée au Sénégal, donc il est dirigé par notre collègue Ouidat Ben. Donc je dirais que l'AUF était aussi toujours présente à notre côté parce qu'on a fait beaucoup et plusieurs projets avec l'AUF. Et sans oublier aussi tous nos partenaires, aussi le CNRST, parce qu'on a un projet
sur le tourisme et Covid, donc, et bien sûr qui nous a aidé à développer des réflexions et même mener des thèses là-dessus, et d'ailleurs nous amène à rencontrer le programme de ce colloque. Donc je ne peux pas citer tous les partenaires qui sont derrière, directement ou indirectement, à la réalisation de cette manifestation et de développer des idées innovatrices pour aller vers cette direction, je peux dire pluridisciplinaire, transdisciplinaire, etc. Je remercie aussi tout le staff de l'organisation, soit qu'il soit de l'université, la Fatima Zahra qui n'a pas pu être parmi nous maintenant, aussi du côté de l'IRT, donc Guillaume, du côté de l'ERMA, les doctorantes et le doctorant qui ont assuré l'organisation effective et réelle de ce colloque. Donc, comment on a rencontré, nous, dans notre laboratoire, qui est le laboratoire LERMA, laboratoire des études sur les ressources, mobilité et attractivité, installé à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech. Donc, on est une vingtaine de chercheurs et une soixantaine de doctorants, plus les chercheurs associés de partout du monde. Je peux dire qu'on est allé qu'on a développé d'abord avec l'IRD un laboratoire mixte international qu'on a intitulé Terroir méditerranéen, patrimoine, mobilité, changement et innovation sociale. Donc ce laboratoire qui était installé dans plusieurs pays nous a aidé à commencer à réfléchir sur l'arrière-pays, comment il peut se développer, quelles innovations, quels changements sociaux. Mais c'est là où on a découvert les produits terroirs. Et bien sûr, les plantes font partie de ces produits de terroir, mais en leur majorité dans le terroir forestier essentiellement, surtout pour le Maroc. Et dans ce cadre-là du laboratoire mixte international, qui était le premier laboratoire mixte international financé par l'IRD dans le domaine des sciences sociales, on a élaboré un autre projet qu'on a appelé Made in Local, innovation autour de la valorisation des spécificités locales dans les arrière-pays méditerranéens. C'est là où on a découvert la notion de spécificité. La spécificité, comment il peut être un processus ou déclencher un processus de patrimonialisation et de développement territorial dans les zones d'arrière-pays méditerranéens. Et en même temps, donc, c'était un projet élaboré dans le cadre de ce laboratoire mixte international, mais c'était un financement de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en France. Et bien sûr, cela nous a amené à constituer 8 équipes de recherche autour de la Méditerranée pour réfléchir sur cette question de la spécificité. Et ensuite, un autre projet qu'on a élaboré, nous, en partenariat avec l'IRD toujours et avec les équipes qui étaient dans le Made in Local, cette fois-ci avec un financement de CNRST, donc le Centre national de la recherche scientifique et technique du Maroc. Donc ce financement était pour faire un projet sur Emerging Local, donc comment les spécificités aident à émerger les territoires locaux. Et bien sûr, la dernière activité importante de la recherche scientifique qui est financée par CNRST et qui nous a amené sur la piste de réflexion pour élaborer ce programme avec nos partenaires, ou ce colloque avec nos partenaires, c'est la pandémie Covid. Donc on a postulé pour un projet et on l'a eu, un projet sur tourisme et Covid dans la région de Marrakech, à l'occasion de la pandémie Covid, bien sûr. Et cela nous a aidé à réfléchir davantage sur les effets de Covid sur le tourisme, mais aussi sur un certain nombre d'activités qui se trouvent en lien avec le tourisme. Et là aussi, on a un certain nombre de travaux, surtout une thèse sur la place de Jam El Fna, d'ailleurs Amina est là, qui fait ce travail. Et on a découvert à la fin qu'il y a toute une piste à développer sur les plantes médicinales, sur ces souks et sur la place de Jam El Fna, et tout un savoir qu'on peut mobiliser dans cette médecine
traditionnels. Donc, au croisement de ces grands projets, bien sûr, et dans le cadre de cette relation qui nous lie avec nos partenaires, et essentiellement avec l'IED, donc on a réfléchi à croiser ces éléments. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, cette question de la spécificité et comment il amène la patrimonialisation. Et bien sûr, à partir de là, comment se fait une construction territoriale, c'est dans le cadre politique et politique de développement territorial qui émerge, et bien sûr les territoires aussi émergents à partir de l'appui sur ces questions de spécificité qui vient de produits de terroir et de ces plantes par exemple. Donc, et la réflexion continue bien sûr, et j'espère que cette occasion nous aidera à faire évoluer nos idées, trouver aussi de nouveaux partenaires pour développer dans l'avenir des projets de coopération dans cette direction. Et je vous remercie tous ensemble.